En 1991, un volcan explose aux Philippines. Et l'année suivante, les températures moyennes de la planète chutent d'un demi-degré. Comment c'est possible? On pense aux volcans comme à des machines à chaleur, de la lave en fusion, des cendres incandescentes, une énergie brute et destructrice. Et pourtant, certaines éruptions font exactement l'inverse de ce qu'on attendrait. Elles refroidissent la planète. Pas légèrement ni temporairement, parfois pendant plusieurs années, avec des effets mesurables sur les récoltes, les saisons, les océans, et dans les cas extrêmes, sur le destin des civilisations. Le mécanisme derrière tout ça est à la fois simple et fascinant, et il implique un gaz que tu n'aurais peut-être pas deviné. Quand on pense à une éruption volcanique, on visualise la lave, les cendres, les nuages noirs, mais ce qui change le climat, c'est pas tout ça. C'est le dioxyde de soufre. Ce gaz, projeté lors d'une éruption puissante, monte très haut dans l'atmosphère. Pas dans la troposphère, qui est la couche basse de l'atmosphère, mais dans la stratosphère, entre 12 et 50 km d'altitude. Et là-haut, il se passe quelque chose de remarquable. Le SO2, donc le dioxyde de soufre, réagit avec la vapeur d'eau de l'atmosphère. Il se transforme en acide sulfurique liquide qui forme des aérosols, des millions de minuscules gouttelettes en suspension. Ces aérosols ne tombent pas, ils restent là, dispersés par des vents puissants sur l'ensemble du globe en quelques semaines. Et ils font office de miroir. Ils réfléchissent une partie du rayonnement solaire vers l'espace, avant même qu'il atteigne la surface de la Terre. L'énergie reçue au sol peut chuter de 5 à 10%. La stratosphère, elle, se réchauffe légèrement, mais la troposphère et donc la surface de la Terre refroidissent. L'exemple le plus documenté, le plus étudié, c'est l'éruption du mont Pinatubo, aux Philippines, le 15 juin 1991. Une éruption massive, l'une des plus importantes du XXe siècle. Ce jour-là, le Pinatubo a projeté environ 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère à 20 km d'altitude. Ce nuage a fait le tour de la planète en 3 semaines. Les effets? Une baisse de rayonnement solaire de 1 à 5% selon les zones, une chute de la température moyenne mondiale de 0,1 à 0,6 degrés Celsius et localement jusqu'à 1,3 degrés Celsius de moins sur les 3 années qui ont suivi. Pour donner une idée de l'échelle, les climatologues passent des années à modéliser des variations de quelques dixièmes de degrés dans le cadre du réchauffement climatique. Le Pinatubo en a produit autant en sens inverse en quelques semaines. Les effets se sont d'abord fait sentir dans les zones proches du volcan, puis se sont propagés sur plusieurs années. Mais le Pinatubo, avec toute sa puissance, ça reste un épisode relativement modéré à l'échelle de l'histoire de la Terre. Il y a des cas autrement plus dramatiques. Il y a 73 000 ans, le volcan du lac Toba en Indonésie entre en éruption. Une éruption d'une ampleur que rien dans notre histoire récente ne peut approcher. Les climatologues pensent qu'elle a déclenché un hiver volcanique, un refroidissement brutal et prolongé qui aurait provoqué un effondrement massif de la biodiversité et des populations humaines. L'humanité à l'époque est peut-être passée à quelques milliers de survivants. Plus récemment, l'éruption du Tambora en 1815, en Indonésie encore, a provoqué ce qu'on a appelé l'année sans été en 1816. Des récoltes effondrées en Europe et en Amérique du Nord, des famines, des migrations, et selon certains historiens, une accélération indirecte de certaines révolutions sociales du début du XIXe siècle. Un volcan et des ondes de choc à l'autre bout du monde pendant des années. Mais tous les volcans n'ont pas ce pouvoir. Et c'est là qu'entre un détail crucial. L'effet sur le climat dépend de 3 facteurs. La puissance de l'éruption, la hauteur à laquelle le nuage est projeté et la localisation géographique du volcan. Un volcan qui envoie ses gaz seulement dans la troposphère, comme ce volcan islandais en 2010 avec un nom impossible, dont le nuage de cendres avait paralysé l'aviation européenne, ça n'a pratiquement aucun impact sur le climat. Ces aérosols retombent en quelques jours, balayés par la météo. Pour que l'effet soit global, il faut atteindre la stratosphère. Et pour se répandre sur les 2 hémisphères, mieux vaut qu'il se passe à l'équateur, comme le Pinatubo. Un volcan en Alaska ou en Islande a un impact beaucoup plus limité parce qu'il est cantonné à l'hémisphère nord. C'est la combinaison parfaite. Beaucoup de SO2, eau dans l'atmosphère,
près de l'équateur. Là, le climat mondial peut trembler. Il y a quelque chose de vertigineux dans l'idée qu'un événement géologique de quelques semaines puisse modifier le climat d'une planète entière pendant plusieurs années. Que des gouttelettes d'acide sulfurique invisible dispersées à 20 km d'altitude puissent faire chuter les températures, affecter les récoltes et peut-être, dans les cas extrêmes, redessiner le cours de l'histoire humaine. On parle souvent du climat comme d'un système lent, régulier, prévisible sur le long terme. Les volcans rappellent que la Terre peut interrompre cette régularité d'un coup, brutalement, et à une échelle qui nous dépasse entièrement. On est les locataires d'une planète vivante, et parfois elle nous rappelle qui est le proprio. Dis-moi en commentaire, tu te sens comment maintenant que tu sais tout ça? Et n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.